Cet épisode vous est présenté par les abonnés Patreon d'Histoire d'un soir. Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement qui fonctionne sous la forme d'abonnements mensuels. Si vous êtes intéressé à soutenir le podcast pour aussi peu que 1, 2 ou même 3 $ par mois, rendez-vous dans la barre d'infos du présent épisode. Le lien direct vers la page Patreon d'Histoire d'un soir sera inscrit. Cet épisode est également nouvellement présenté par l'Association facultaire des étudiants et des étudiantes en sciences humaines de l'UQAM, ainsi que par l'Association étudiante du module d'histoire de l'UQAM aussi. De plus, si vous suivez le podcast sur les réseaux sociaux, vous savez certainement qu'Histoire d'un soir est maintenant en partenariat avec le musée McCord, le musée d'histoire sociale qui célèbre la vie à Montréal d'hier et d'aujourd'hui par son histoire, ses gens, son peuple et ses communautés. Donc, fondé en 1921, le musée célèbre cette année son 100e anniversaire et pour ce faire, le musée est gratuit pour tous depuis le 13 octobre et ce pour 100 jours, soit jusqu'au 19 janvier 2022. C'est donc la parfaite occasion de profiter de la programmation du musée qui expose notamment l'installation de Noël qui s'appelle Univers enchanté jusqu'au 2 janvier et l'exposition sur le caricaturiste Chapelot jusqu'au 9 janvier 2022. En plus des expositions Partition exquise, Parachute, une mode subversive des années 80 et Voix autochtones d'aujourd'hui. De plus, pour le podcast sur une note plus personnelle, c'est avec un énorme plaisir que je vous annonce que je fais présentement tirer une carte de membre du musée McCord et que 3 autres cartes seront tirées à l'occasion des 3 prochains épisodes d'Histoire d'un soir. Donc, je vous rappelle qu'être membre du musée McCord, c'est premièrement avoir un accès illimité au musée McCord, être invité au lancement des expositions, profiter d'une entrée express lors des journées achalandées et assister à des activités exclusives en plus d'avoir un accès privilégié aux activités du musée. Donc, cette carte de membre que vous allez gagner, si vous êtes le grand gagnant, sera valide pour 1 an. Donc, pour participer, vous n'avez qu'à vous assurer d'être bien abonné à la chaîne YouTube d'Histoire d'un soir, puis à m'envoyer un petit courriel qui mentionne que vous souhaitez participer au concours. Donc, l'adresse courriel du podcast sera disponible dans la barre d'informations et la personne gagnante sera contactée le jeudi 30 janvier, soit dans une semaine exactement. Je vous souhaite bonne chance. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast Histoire d'un soir, le podcast où on rencontre un historien ou une historienne un jeudi soir sur 2. Je m'appelle Héloïse Venn et je suis étudiante finissante au baccalauréat en histoire à l'UQAM. Au moment où j'enregistre cet épisode, il ne me reste que 2 travaux écrits et un exposé oral à faire avant d'avoir officiellement terminé mon baccalauréat. Ainsi, au moment où l'épisode sera diffusé, soit le 23 décembre 2021, tout devrait normalement être remis et donc, chose du passé. Le présent épisode clôture donc mon baccalauréat, mais également la première session du podcast Histoire d'un soir. Et pour ce faire, j'ai avec moi un invité très spécial, soit M. Paul-André Linteau, qui est professeur émérite du département d'histoire de l'UQAM. M. Linteau est spécialisé en histoire canadienne et québécoise de la Confédération à nos jours. Plus spécifiquement, il se spécialise en histoire urbaine, sociale et économique. Selon la page de présentation de M. Linteau sur le site du Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal, le laboratoire pour lequel il est co-directeur, ses intérêts de recherche s'orientent en fonction de 2 axes principaux que je vais vous présenter. Le premier axe est, et je cite, « La ville, et plus particulièrement Montréal. M. Linteau cherche à expliquer le phénomène de l'urbanisation, les conditions qui permettent le développement de la ville, l'organisation de l'espace urbain, les caractéristiques sociales et culturelles des populations qui l'habitent et les rapports de pouvoir dont la ville est le théâtre. Cela l'a amené à s'intéresser à l'immigration et à la diversité ethnique si importante à Montréal. » Cela a aussi débouché sur des comparaisons internationales, notamment avec Barcelone et Bruxelles. Fin de la citation. Le deuxième axe, et je cite encore une fois, est le Québec à l'époque contemporaine. Paul-André Linteau cherche à dégager la richesse et la complexité de son histoire en mettant en œuvre dans une perspective de synthèse l'ensemble des facteurs qui l'ont façonné. Cette démarche a abouti à la publication de Histoire du Québec contemporain, les 2 magnifiques tomes que j'ai avec moi ici, et de nombreux autres travaux. C'est donc avec un fort enthousiasme que je vous reçois ici au Studio SF à Montréal pour un bel échange avec le professeur Paul-André Linteau. Bon podcast!
Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour alimenter votre discussion, on a un café qui vient de Zaeclo. Zaeclo, ce sont 2 torréfactrices avec des goûts assez distincts chacune, dont une qui préfère les cafés un peu plus funky, fruités, et l'autre qui préfère rester dans le rond, dans le café qui sont un peu plus doux. C'est un café colombien qui vient d'une seule ferme, dans le fond. Puis, c'est un café qui a eu un procédé naturel, donc c'est-à-dire quand on garde le fruit au complet du café, quand on les cueille, et puis qu'on les laisse macérer pendant un certain temps au soleil, ce qui ramène justement un côté plus fruité, avec un peu plus de corps aussi. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, vous allez voir qu'il y a des notes de dégustation au niveau plus mûr, crémeux aussi. Donc, on sent vraiment le côté crémeux du café. Puis, j'espère que vous allez bien aimer. Puis, on tient aussi à mentionner qu'il y a une promotion pour les gens qui écoutent le podcast pour le café Yoeco qui est situé à Villemort sur la rue Laurando. Donc, si jamais vous voulez aller vous chercher un petit café, juste à dire que vous êtes un abonné du podcast Histoire d'un soir en montrant votre abonnement sur YouTube. Puis, vous allez avoir droit à un 2 pour 1 sur les cafés ainsi qu'à un 30% sur les sacs de café. Donc, c'est quand même une belle promotion qui nous est offerte par le propriétaire. Donc, je vous encourage fortement là, d'aller les voir. Merci, Jérémy. Donc, pendant que tu sors, moi, je vais commencer. Monsieur Linteau, bonjour. Bonjour. Merci tellement d'avoir accepté mon invitation. Pour vrai, c'est vraiment gentil. Ben, ça me fait plaisir. Donc, ma première question, en fait, est toute simple. Là, aussi loin que vous vous en rappelez, d'où vient votre passion pour l'histoire du Québec et plus spécifiquement pour l'histoire Montréal et l'histoire urbaine? Ma passion pour l'histoire tout court vient de mon enfance. Ah ouais. J'ai été un grand liseur. On avait à la maison une vieille encyclopédie de la jeunesse pleine d'articles historiques, de dessins, d'illustrations, de toutes sortes. Alors, je passais des heures à lire ça. Ah ouais. J'empruntais des livres à la bibliothèque municipale. Il y avait une succursale tout près de chez moi. Et donc, j'ai très tôt développé cet intérêt pour l'histoire, pour les livres d'histoire. Et quand je suis arrivé au collège, le collège classique à l'époque, là, j'ai eu des profs d'histoire qui m'ont vraiment passionné, intéressé à différents aspects de l'histoire. L'histoire du Québec elle-même, c'est plus arrivé à l'université, ce choix-là. Okay. Bien sûr, quand j'étais enfant, on avait des cours d'histoire du Canada dans les écoles. Une histoire assez traditionnelle, faite de héros, centrée sur la Nouvelle-France. Mais disons que mon intérêt pour l'histoire du Québec, c'est plus affirmé là à l'université. En fait, il y a eu un moment magique pour moi et pour beaucoup de gens de mon groupe à l'époque. On est vers 1967 et pour la première fois, j'ai été à l'Université de Montréal et pour la première fois, il y avait un jeune prof qui s'appelait René Durocher qui donnait un cours intitulé « Histoire du Québec ». Et donc, c'était sur le Québec après la Confédération ou à partir de la Confédération. C'était un sujet tout nouveau. Et tous les gens de ma classe ont été emballés. Bon, ça s'explique aussi parce que on sortait de la Révolution tranquille. Nous, on l'a pas fait, on était trop jeunes pour faire la Révolution tranquille, mais on en a bénéficié beaucoup. Et donc, quand on arrive à l'université, on a envie de comprendre ce Québec nouveau qui est en train d'émerger. Et donc, l'idée d'un cours sur l'histoire du Québec depuis la Confédération, là, ça nous allumait. Et la plupart, beaucoup en tout cas de gens de ma classe ont choisi d'aller dans cette direction-là après.
Puis l'histoire urbaine, plus spécifiquement? L'histoire urbaine, ça, c'est venu un peu plus tard, quand j'ai dû choisir un sujet de thèse de doctorat. J'étais déjà professeur à ce moment-là, j'avais fini ma maîtrise et ma première idée, ça avait été de travailler sur l'histoire d'un chemin de fer au 19e siècle. OK. Et j'avais commencé à regarder ça et je me suis aperçu qu'il y avait un autre historien qui faisait sa thèse sur le même sujet. Il a fallu que je me retourne de bord, puis je me trouve quelque chose de complètement différent. C'était qui l'historien, par curiosité? Brian Young. OK, oui. Oui. Et donc, il a fait d'ailleurs sa thèse sur le chemin de fer de la Rive-Nord. Hein. Et donc, moi, je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Et l'année d'avant, j'avais, au moment de ma maîtrise, j'avais dépouillé les journaux Le Devoir systématiquement de 1910 à 1929 à peu près. Et j'avais été frappé en dépouillant parce que, évidemment, je cherchais juste les articles de l'auteur que je voulais suivre, M. Pelletier, qui était un journaliste, mais veut pas, on voit les autres choses. Puis je voyais des pages d'annonces d'une ville qui s'appelait Maisonneuve, qui était une ville de la banlieue de Montréal à cette époque-là, qui était en pleine croissance, un grand centre industriel. Alors ça avait titillé un peu mon attention. Et j'ai dit, je vais aller voir aux archives de la ville de Montréal s'ils ont des choses là-dessus. Et je parle à l'archiviste. À l'époque, aux archives, c'était des cols blancs sans formation en archives. Il n'y avait aucun archiviste aux archives de la ville. Là. Il y avait quelqu'un qui avait le titre d'archiviste, de directeur de la, je ne sais pas si c'était une division ou un service, mais en tout cas. Et oui, il dit, on a les archives de la ville de Maisonneuve. Il m'amène, il monte ça, un pan de mur complet d'archives. Ah ouais. Alors, je savais que j'avais du matériau, là, des matériaux suffisants pour faire une thèse. Et puis, à l'époque, ils n'étaient pas habitués de recevoir des chercheurs, donc je descendais dans la cave de l'hôtel de ville pour... Et je prenais les archives dont j'avais besoin. On m'avait donné une table là, que je pouvais utiliser, puis je dépouillais. À un moment donné, j'ai découvert qu'un certain nombre de ces documents-là avaient été microfilmés. Alors, j'ai acheté les microfilms, ce qui me permettait de faire mes dépouillements ailleurs, à la bibliothèque ou ailleurs. Donc, quand vous avez fait votre thèse de doctorat, vous étiez déjà professeur à l'UQAM, c'est ça? Oui. Au moment de la création de l'Université du Québec, on a fait quelque chose de différent du Canada anglais, parce qu'au même moment, au Canada anglais, il y avait les vagues du baby boom qui arrivaient en masse. On a créé beaucoup d'universités nouvelles. Puis comme on voulait des professeurs avec doctorat, ça a fait qu'on a embauché quasiment seulement des Américains. Okay. Il y avait très peu de Canadiens avec des doctorats. Donc, on a embauché plein d'Américains, par exemple en sociologie, en histoire, plein d'Américains qui n'avaient aucune connaissance sur le Canada. Okay. Certains se sont intéressés à ça, mais... à une certaine époque, au Canada anglais, on a expliqué le sous-développement des études canadiennes par cette présence massive de professeurs américains. Alors, si on avait fait la même chose au Québec, ça voulait dire qu'on aurait embauché massivement des Français avec doctorat.
à l'Université du Québec, dans les constituantes aussi, on a plutôt fait le choix de dire on embauche des jeunes Québécois, puis on va les aider par les bourses de perfectionnement à finir leur doctorat. Okay. On a cherché plutôt des gens qui avaient au moins une maîtrise. Il y en avait quand même des Québécois avec doctorat, mais dans mon département en histoire, c'était une minorité là, des profs qui avaient fini leur doctorat. Il y avait combien de profs au début? En histoire, on était 22. C'était okay. un gros département. Ça représentait 5% des effectifs de l'université à ce moment-là. Et on était massivement en histoire canadienne, québécoise, là, un très grand nombre d'entre nous. C'était vraiment une caractéristique du département d'histoire de l'UQAM par rapport aux autres universités à l'époque. C'est ça. Donc, moi, j'ai fait mon doctorat. Ça m'a pris 6 ans tout en enseignant. Puis plusieurs autres ont fait leur thèse en enseignant. Et le pari de l'Université du Québec a été tenu au bout de la ligne. Une grande partie de ces jeunes profs qu'on avait embauchés, ont fini par avoir leur doctorat. Puis les autres qui ont suivi ensuite étaient généralement des docteurs aussi, parce qu'il y a eu tout un groupe de jeunes qui sont partis étudier en France, en sciences sociales beaucoup, en sociologie, sciences politiques, sont allés faire leur doctorat en France. Moi, j'avais pas cette motivation-là, vu que je travaillais sur l'histoire du Québec et que toute la documentation était ici. Mais j'ai des collègues canadianistes qui sont allés en France pour faire leur doctorat. Évidemment, ils ont fait la recherche documentaire ici, là. Mais dans mon cas, il faut dire que il y avait cette embauche comme professeur en 69. C'était fantastique. J'avais 23 ans. C'est ça. Et j'avais un poste de prof à plein temps. Puis on était très jeunes dans mon département. La moyenne d'âge était d'à peu près 27 ans. Ah, wow! Donc, il y avait comme un bloc de mon groupe d'âge vers 23-24 ans, un bloc à l'autre bout de l'échelle autour de 33 ans, donc qui avait un peu plus d'expérience. Et puis, entre les deux, quelques-uns autour de 27 ans. Puis, ça faisait à peu près une moyenne là, dans ces eaux-là. Ça devait être vraiment dynamique. Puis, ce noyau-là... le premier corps professoral, est-ce qu'il est resté longtemps ou ça n'a pas été... Est-ce qu'il y a une partie de ces professeurs-là qui sont partis au quelques années ou comment ça s'est fait? La plupart sont restés, ont fait carrière. Quelques-uns sont partis en sciences de l'éducation au bout de quelques années. Des gens qui venaient des écoles normales, parce que la plupart d'entre nous, on appartenait à ce qu'on appelait les institutions préalables qui avaient constitué le noyau de l'Université du Québec, le Collège Sainte-Marie, les écoles normales, qui étaient les écoles de formation des maîtres à l'époque. Et moi, j'avais eu tout à fait par hasard un contrat l'année précédente, pendant que je faisais ma maîtrise, un contrat dans une des écoles normales. Et ce qui fait que je me suis retrouvé dans le bassin des candidats qui ont été considéré pour l'équipe initiale de l'UQAM. Et c'est un hasard de la vie, là, mais j'en étais très heureux à l'époque. Oui. Surtout que l'année d'avant, j'avais refusé une offre d'un poste au cégep. C'est ça. Oui, je voulais vous demander ça, justement. Oui, on m'avait offert parce que j'avais donné un cours au cégep de Saint-Jérôme. Puis l'année d'après,
il y avait un poste à temps complet qui était libre, qu'on m'a offert. Puis je voulais faire ma maîtrise, alors j'ai choisi et j'avais eu une bourse pour faire ma maîtrise, donc j'ai choisi de continuer à la maîtrise. Mais après ça, des postes dans les cégeps, il n'y en avait plus, là. Ils ont été tous remplis en l'espace d'1 an ou 2. Puis après ça, ça a pris plusieurs années avant que de nouveaux postes s'ouvrent, là. Puis, c'est avec qui que vous avez fait votre maîtrise? La maîtrise et doctorat, j'ai fait ça avec Maurice Séguin, ah oui, OK. qui était professeur d'histoire canadienne, mais qui, lui, était plus spécialiste du 19e siècle. Donc, il ne pouvait pas m'aider beaucoup dans ce que je faisais c'était plus 20e siècle, mes travaux. Et donc, je peux dire que j'ai été pas mal autodidacte. Ouais. Là. Surtout au doctorat, à partir du moment où je décide de m'en aller vers l'histoire urbaine, d'étudier l'histoire de Maisonneuve, parce que ça a été ça mon sujet. J'ai dit, je pourrais faire l'histoire de cette ville de banlieue qui est moins grosse que Montréal au complet. Donc, ça permettrait de voir comment l'industrialisation se fait à ce moment-là. Puis mon questionnement au point de départ, c'était moins l'histoire de la ville en soi. Moi, j'avais un bagage d'histoire économique. Je m'étais intéressé à la maîtrise, à la pensée économique. Puis, dans les discussions qu'on avait eues avec René Durocher, on avait vu tous les débats qui avaient existé chez les économistes et les sociologues à propos de ce qu'on appelait le retard économique du Québec. Et surtout le retard des Canadiens français. Donc, le discours dominant, en particulier celui de Pierre Elliott Trudeau, mais de plusieurs autres aussi, c'était que les Canadiens français, c'était un peuple d'agriculteurs et d'ouvriers fait pour un petit pain d'une certaine façon, qui avait un peu raté le développement économique. Or, ce que je voyais à Maisonneuve, quand j'avais vu les premiers articles dans les journaux, c'était une ville qui avait été construite par des entrepreneurs canadiens-français, okay. par un conseil municipal de Canadiens-français. Donc là, ce que je voulais tester comme hypothèse ou vérifier, c'était la participation des Canadiens français au développement économique. Ils n'avaient pas juste été des ouvriers, des exploités, ils avaient aussi participé à l'économie. Donc, c'est parti de là. Quand je me suis mis à étudier Maisonneuve, je voulais voir des entrepreneurs canadiens-français à l'œuvre. Sauf qu'en travaillant sur ce matériau, là, j'ai découvert les aspects urbains de tout ça. Surtout qu'à Maisonneuve, on a réalisé le plus grand projet d'embellissement urbain qui a été réalisé au Canada à l'époque, au début du 20e siècle, disons. Et donc, il y avait un projet urbanistique aussi. Alors, ça m'a amené très vite à lire de façon boulimique la production américaine sur l'histoire urbaine. Parce qu'elle est fondamentale. Notre ville, Montréal et les villes du Québec sont très marquées par l'urbanisation américaine, puis ont vécu un peu les mêmes patterns d'urbanisation, puis les mêmes débats, les mêmes enjeux. Après coup, j'ai découvert que c'était vrai aussi pour beaucoup d'autres pays, que dans le fond, les enjeux urbains, les enjeux de construction, de prestations, de services comme de l'eau, les égouts, les services publics, etc. C'est des enjeux qui se posent partout. Puis l'éventail des solutions n'est pas si grand que ça. Il n'y a pas des milliers de façons de distribuer de l'eau potable aux gens.
ou de ramasser les déchets, etc. Donc, ces enjeux-là de développement urbain, mais j'ai découvert après coup, en faisant des comparaisons internationales, en particulier avec Barcelone, avec Bruxelles, que c'est des enjeux propres à la ville. Il y a donc une dynamique particulière au milieu urbain là, qui m'a grandement intéressé et qui est devenu mon principal champ de recherche après coup. Alors qu'au point de départ, mon interrogation, c'était une interrogation nationaliste, de montrer que les Canadiens français qui avaient eu des bourgeois canadiens-français, finalement, on pourrait le dire comme ça, qui avaient participé au développement du Québec. On n'avait pas juste été des spectateurs, puis que c'était pas vrai que le développement avait été entièrement fait par des Canadiens anglais ou des Américains, là. Donc, on avait été impliqués là-dedans, mais pour le voir, il fallait venir à l'échelle plus locale. Parce que les entrepreneurs canadiens-français, ce que j'ai développé assez rapidement, là, c'est l'idée qu'ils appartenaient surtout à la moyenne bourgeoisie. Okay. La grande bourgeoisie était massivement écossaise à Montréal, en tout cas, d'origine écossaise. Les grands entrepreneurs qui ont créé la Banque de Montréal, le Canadien Pacifique, puis les grandes entreprises, c'était majoritairement des Écossais, beaucoup plus que des Anglais ou des Irlandais. Mais quand on arrivait à l'autre niveau, celui des entrepreneurs à dimension régionale, par exemple, les grossistes en épicerie, bien là, on voyait plein d'entrepreneurs canadiens-français qui se sont enrichis, souvent qui ont bâti des fortunes importantes, dont certaines existent toujours aujourd'hui, là, qui ont ou comme la famille Roland, par exemple, il y a 5 générations des Roland qui ont exploiter la papeterie Roland avant qu'elle soit vendue il y a peut-être une vingtaine d'années, là, je ne me rappelle plus en quelle année, mais il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont fonctionné sur plus qu'une génération, là. Puis, en fait, vous avez marqué dans un article que vous avez signé en 1983, ça s'appelait « La nouvelle histoire du Québec vue de l'intérieur ». Vous avez noté dans cet article-là que la fin des années 60 est témoin de la montée d'une nouvelle génération de jeunes historiens. Vous avez dit qu'ils étaient pleins d'optimisme, rêvant de renouveler l'histoire du Québec et de déborder ses frontières traditionnelles. De ce que je comprends en vous écoutant, on est un peu dans ce regard-là. Puis, c'est un regard qui était partagé par les autres historiens à peu près du même âge de cette période-là aussi, au début des années 70. Oui, beaucoup. On appartenait à ce que François Ricard, après, a appelé la génération lyrique. Oui. C'est-à-dire la première cohorte du baby-boom. Hein. Moi, je suis né en 1946. Là, je suis vraiment au début du baby-boom, mais tous les gens de cette cohorte-là, nés fin des années 40, début des années 50, ben, ils sont très souvent les premiers de la famille à aller à l'université. Oui. Hein? Et puis, ils arrivent en grand nombre. Quand moi, j'arrive au premier cycle à l'Université de Montréal, en 65, dans le groupe en histoire, on était 130. Ah oui. Mais l'année d'avant, ils étaient une soixantaine. Puis l'autre année avant, peut-être une trentaine. Tu sais, c'était en train d'exploser. Vraiment. Hein? Et il a fallu qu'on se fasse une niche. On a été plusieurs. Et là, plusieurs qui voulaient faire une maîtrise après le premier cycle, puis qui voulaient éventuellement continuer au doctorat. On se cherche des sujets et très souvent, on veut innover, pas répéter ce que quelqu'un d'autre a fait avant. Alors, les historiens qui nous enseignaient
pour la plupart, ils avaient travaillé soit sur la Nouvelle-France, soit sur ce qu'on appelait le régime britannique, là, jusqu'à l'époque des rébellions. Puis il y avait pas grand monde qui s'est intéressé aux périodes postérieures. Alors, c'est pour ça que quand Durocher, en 67, nous donne ce cours d'histoire du Québec, puis à l'Université Laval, il y avait Jean Hamelin, qui faisait un peu la même chose, qui développait la recherche, qui orientait les étudiants vers une histoire plus contemporaine. Alors, on s'est, presque tout le monde, on s'est lancé là-dedans, dans l'histoire du Québec après, à partir du milieu du 19e jusqu'au milieu du 20e, et surtout la période de début 20e siècle. Là. Il s'est produit le même phénomène au Canada anglais, cette période-là de l'histoire du début 20e siècle là, a été surexploitée, si on veut, par rapport à d'autres périodes. À un certain moment, il se faisait plus beaucoup de recherches sur la Nouvelle-France par rapport à l'histoire contemporaine. Là, ça a créé un autre déséquilibre. Ouais. Mais donc, on arrive là-dedans, puis on est marqué par le développement des sciences sociales. Moi, dès le premier cycle, j'ai suivi, dans le cadre de ma formation en histoire, des cours d'introduction à l'économique, à la science politique, à la géographie. Il y en avait d'autres qui suivaient des cours de sociologie. Donc, on était dans un bain d'interdisciplinarité. Et comme les sociologues, les économistes avaient beaucoup étudié le 20e siècle, c'était souvent les seuls travaux historiques qu'on avait sur le 20e siècle qui n'étaient pas faits par des historiens, ils avaient été faits par des sociologues, des économistes, etc. Et ça nous inspirait, puis en même temps, ça nous faisait réagir aussi parce que la sociologie québécoise, influencée par la sociologie américaine, avait beaucoup valorisé ce qu'on appelait la société traditionnelle et avait beaucoup mis l'accent là-dessus, fait des études sur des villages, sur des régions de colonisation. Et moi, comme Montréalais, puis mes collègues aussi, on disait, mais c'est pas de nous autres, ça, Saint-Justin, puis Charlevoix. Charlevoix, c'est beau, là, mais c'était pas Montréal, alors on disait, il y a autre chose que ça au Québec, là. On n'est pas tous dans des régions de colonisation à vivre d'une agriculture de subsistance. Et donc, on a tous trouvé des sujets neufs, y compris une relecture. Par exemple, il y a des gens de ma génération, là, comme Normand Séguin, qui ont complètement réinterprété le monde rural québécois, le monde de la colonisation, qui en ont fait une relecture d'abord beaucoup plus dynamique, alors que les lectures un peu traditionnelles nous présentaient des sociétés figées. Louise Dechaine, elle a travaillé à quelle période, elle? Elle fait son doctorat presque en même temps que nous, peut-être un peu avant, mais elle était un peu plus âgée. OK. Hein? C'est parce qu'elle a eu des enfants, puis elle est venue aux études ensuite, ce qui était assez exceptionnel à l'époque, là. Donc, elle a fait son doctorat plus tard que, en termes d'âge, là, même si elle l'a fini 2 ans avant le mien, mais elle était nettement plus âgée que moi. Elle, c'était à l'Université Laval. OK, mais donc, ça aussi, le fait que beaucoup sont allés étudier en France, ça les a ouverts sur la nouvelle histoire sociale qui se faisait en France, et ça a inspiré
la recherche ici, la façon de faire la recherche. Et même si on n'allait pas en France, on les lisait maintenant, ces historiens français, puis on lisait des Américains. Donc, on allait chercher à l'extérieur des idées sur la façon d'aborder les questions au Québec. On allait chercher d'autres regards que juste la vision nationaliste. Oui. Hein? Puis de quoi avait l'air l'Institut d'histoire d'Amérique française à cette période-là? Ah ben, au début, moi, dès que j'étais au premier cycle, j'ai commencé à aller à l'Institut d'histoire et à rencontrer le chanoine Lionel Groulx, qui dirigeait la revue, oui. Et à discuter avec lui. On lui a même proposé de réaliser dans la revue une bibliographie comme celle qui existait dans la Canadian Historical Review, une bibliographie des publications récentes. Il avait accepté. Il était très heureux que des jeunes étudiants viennent le rencontrer parce qu'il était un peu coupé de la jeunesse. Il était rendu au-delà de 80 ans là, à ce moment-là. Et puis, donc, ça m'avait intéressé, mais c'était encore une organisation qui attirait beaucoup des amateurs d'histoire. Ah ouais, OK. Plus que juste des professionnels, disons. Les historiens professionnels y allaient, publiaient dans la revue, mais à côté de ça, il y avait beaucoup d'articles d'historiens amateurs. Il y avait tout ce qu'on appelait aussi les Amis du chanoine. C'était, dans le fond, un groupe de nationalistes qui avaient été formés par le chanoine, puis qui étaient avocats, administrateurs, enseignants, mais qui ne pratiquaient pas l'histoire, qui s'y intéressaient, qui venaient aux réunions. Donc, ça avait l'air dans le fond, d'un regroupement d'anciens, les congrès de l'Institut d'histoire d'Amérique française. Il y avait une journée d'études annuelle. Alors, quand Groulx est décédé, là, il y a eu une période de flottement et on a été un certain nombre de jeunes historiens. Moi, j'ai été évidemment très sensibilisé parce que je l'avais connu, Groulx. Ouais. Je savais sa passion pour l'histoire et je me disais, il faudrait... Puis en même temps, on était abonnés aux autres revues, à la Canadian Historical Review, Recherche sociographique. Donc, on se disait, il faudrait que la revue devienne un peu plus professionnelle. Oui. Groulx osait pas dire non aux gens, fait qu'il publiait des thèses chapitre par chapitre en plusieurs numéros, puis... on se disait, il faut arriver à diversifier le contenu. Donc, amener les gens à produire des vrais articles de revue et non pas à publier un livre en tome comme ça a été fait dans certains cas. Là. Donc, ça demandait un changement d'envergure. Alors, je me suis impliqué avec d'autres, en particulier avec René Durocher. On a convaincu les plus anciens, comme Guy Frégault, Michel Brunet, de jouer un rôle plus actif au conseil d'administration. Okay. Et puis là, on s'est aperçu que la charte de l'Institut était comme tout croche, il fallait la moderniser. Alors moi, je me suis retrouvé secrétaire de l'Institut vers 1970 à peu près. Et puis Guy Frégault, qui était au conseil d'administration, mais qui était aussi sous-ministre des Affaires culturelles du Québec, m'a dit, on va vous fournir les services d'une
une avocate du ministère qui va vous aider à refaire la charte et les règlements. Fait que c'est ce qu'on a fait. J'ai moi-même rédigé les règlements qui sont toujours en vigueur aujourd'hui sur la façon d'élire le conseil. Parce que ça se faisait à la bonne franquette, le choix des membres du conseil d'administration. Alors, on a voulu faire des élections. Puis, moi, mon objectif, c'était qu'on fasse de l'Institut l'organisme représentatif des historiens professionnels du Québec. Oui. Ceux qui travaillaient sur le Québec. Donc, ça voulait dire mettre dans le coup les gens de Laval qui étaient moins impliqués à l'époque du groupe et rassembler. Il y avait maintenant plusieurs universités avec l'Université de Sherbrooke qui avait ouvert ses portes, puis il y avait les succursales de l'Université du Québec, les constituantes. Donc, je me suis dit, il faut qu'on fasse en sorte que l'Institut soit représentatif de tout ce monde-là. Fait que ça a bien marché. mis en marche créer une structure avec un comité de candidature dont le rôle était d'essayer de trouver des candidats un peu partout là, pour le conseil d'administration. Et donc, je suis assez content de cette transformation qui a été réussie, d'abord au niveau de l'Institut, puis ensuite au niveau de la revue. On a dit il faut, à la revue, avoir un comité de lecture, un comité scientifique. Enfin, on a cherché la terminologie un certain temps, mais on voyait ce qui se passait dans d'autres revues. Puis la lecture des articles par les pairs, l'évaluation des articles par les pairs, ça n'existait pas. Ça. Tout ça se faisait à la bonne franquette. C'est le chanoine Groux qui regardait les articles, puis quand il ne connaissait pas tellement le sujet, il demandait à un de ses amis ou un de ses collègues de lire l'article. Mais alors là, on a professionnalisé, dans le fond, la revue d'histoire de l'Amérique française. Tout ça s'est fait, en gros, entre 1970 et 1973. Donc, j'avais entre 24 et 27 ans là, quand j'ai fait ça. Mais il y avait une urgence. On sentait la nécessité de créer des instruments. Oui. Puis au même moment, avec René Durocher, j'ai lancé un projet de publication aussi. On a fait une bibliographie de l'histoire du Québec. Puis le premier tome de l'histoire du Québec contemporain, ça s'est fait dans cette veine-là aussi. Oui. Ça, c'est le grand projet de ma vie, puis aussi de Jean-Claude Robert et de René Durocher, parce qu'on a mis 16 ans de notre vie là-dessus. 6 ans pour écrire le premier tome, 7 ans pour le deuxième, puis 3 années après pour retravailler les 2 tomes. Donc, pendant 16 ans, on a été sur le chantier de l'histoire du Québec contemporain. On faisait autre chose en même temps aussi. Donc ça, c'est notre grande fierté. Puis on avait besoin d'un instrument. Il n'y avait rien de ça qui existait. Il n'y avait aucun livre. Le seul livre que les gens utilisaient pour l'histoire du Québec au 20e siècle, c'était le livre de Mason Wade, Histoire des Canadiens français. Mais c'était une histoire centrée uniquement sur les débats idéologiques dans les journaux. Alors qu'il faisait une grande place à Henri Bourassa, à Lionel Groux, mais absolument pas au premier ministre du Québec. Les premiers ministres du Québec n'étaient pas là dans ce livre-là. C'était vraiment renversant, mais non, je comprenais, il y avait une démarche là. C'était une histoire dans le fond, du discours nationaliste au Québec, ce livre-là. Mais à défaut d'autre chose, il servait un peu. Et pendant longtemps, la trame de fond, les travaux
qui nous était accessible, c'était l'histoire du nationalisme au 20e siècle au Québec, ce qui est important, là, il faut pas le nier, puis il faut l'intégrer, mais alors, les gens de ma génération, on a fait en sorte d'ouvrir cette histoire-là à d'autres aspects, à l'économie, au social, et même en histoire politique. Moi, je trouve qu'on a beaucoup renouvelé l'histoire politique, mais dans la perspective de la science politique. Okay. L'étude des partis, l'étude des élections. Bon, la science politique, dans laquelle j'avais été formé dans les années 60, là, hein, les partis, les élections, les programmes politiques, etc. Donc, nos chapitres d'histoire politique sont pas écrits dans la perspective d'une narration de l'action politique, mais plus d'une étude scientifique des résultats électoraux, des tendances. On était beaucoup dans les grandes tendances plutôt que dans la narration chronologique. Puis, pour les gens qui écoutent le podcast qui sont pas très familiers avec l'histoire du Québec et sa littérature, en fait, ces tomes-là dont on parle, l'histoire du Québec contemporain, tome 1 et tome 2, pour tout étudiant, professeur, chercheur en histoire du Québec, c'est notre encyclopédie. Oui. En tout cas, c'est une introduction très détaillée là, qui permet de saisir. Et comme les chapitres sont thématiques, ben, quelqu'un qui n'a pas le temps de tout lire peut lire les parties qui l'intéressent ou dont il a besoin pour ses recherches. Alors, je l'ai consulté la semaine passée. C'est encore... non, je pense le travail qui a été fait là est considérable parce qu'on a synthétisé tout ce qui avait été fait. Aïe, aïe, quel travail! On a tenu compte de tous les travaux des sociologues, des économistes, des géographes, etc., etc. Donc, ça... L'idée, c'était de faire une synthèse en intégrant toutes les dimensions. Monsieur Linteau, on n'a pas plus de temps. Ça a vraiment passé vite. J'étais obligée de vous inviter pour un épisode 2. On s'est rendu aux années 70, mais moi, je suis curieuse de savoir la suite. Volontiers. Certainement, c'est tellement... Moi, j'aime tellement cette période-là. En plus, c'est ma période préférée. J'étais trop curieuse de vous poser des questions là-dessus. Ben, c'est de valeur qu'on arrête aussi abruptement, mais je vais devoir vous remercier. Puis c'est vraiment très, très apprécié que vous soyez passé au podcast. Merci beaucoup. Vraiment, c'est... En fait, ça me touche parce que c'est le dernier épisode qui va être diffusé pendant que je suis au baccalauréat. Puis je trouvais ça assez symbolique de vous recevoir pour conclure comme ça. Bon, ben, c'est bien. Ben, merci beaucoup. Oui. Plaisir. Je tiens sincèrement à remercier M. Linteau pour sa présence à Histoire d'un soir. Je suis certaine que ceux et celles qui nous ont écoutés ont sincèrement apprécié vous entendre, M. Linteau. Je tiens également à remercier le café Yoeco qui nous ont encore une fois fourni un café unique et proposant une explosion de saveurs. Je vous invite à aller les saluer sur place afin de profiter de la promotion offerte par le podcast qu'on vous a présenté lors de la chronique café. Les éditions du Septentrion sont également toujours là pour soutenir le projet et je les remercie. Ensuite, comment ne pas parler de Catherine et Nicole, l'équipe technique du Studio SF qui nous aide à produire un podcast de qualité. Et finalement, je termine sur une mention spéciale à mon Jérémy qui est toujours présent aux enregistrements, qui s'occupe du matériel et qui est toujours plein de belles idées afin de rendre le podcast plus riche, plus humain et plus créatif. Merci mon Jay. Sur ce, je vous souhaite un excellent temps des fêtes et on se retrouve en début janvier 2022 pour entamer la 2e session du podcast. Oui, mais aussi pour lancer ma toute première session à la maîtrise en histoire. Donc, on se retrouve en janvier. À bientôt tout le monde.